Bonjour, nous allons commencer cet Instagram Live. C'est le dernier de l'année. Bien sûr, il y en aura en 2022. Nous allons recevoir aujourd'hui Wassila Arras, qui est passée par Prépart et qui après a fait toutes ses études à l'ESSAD de Reims. Et on espère qu'elle va nous rejoindre très très vite pour pouvoir échanger avec elle sur son parcours, sur ce qu'elle a fait. Elle a fait beaucoup d'expositions à l'international, notamment à Berlin. Et elle a reçu plusieurs prix et ses œuvres ont été exposées à la Biennale d'art contemporain organisée par Artpress l'année dernière. Où son œuvre Portrait de famille a été très remarquée. Donc on espère qu'elle va nous rejoindre bientôt. Il faut attendre la connexion avec elle et on va se lancer dans ce dialogue avec elle. Bonjour Wassila. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, alors je vais monter un peu le son pour bien t'écouter parce que c'est un peu faible. Voilà, très bien. Là, tu me vois bien? Je te vois très bien et je Euh, t'entends très bien. Voilà, ah, écoute, bienvenue à notre Instagram Live, à nos rendez-vous du jeudi. Voilà, merci. c'est le dernier de l'année. Je suis très heureux de te revoir et d'échanger avec toi sur ton parcours. Et je voulais juste déjà commencer à te remercier d'avoir accepté l'invitation et puis peut-être revenir un petit peu sur ton parcours comment tu as décidé effectivement de faire la prépa, comment s'est passée ton année à Prépart et puis après un peu plus tard nous raconter ta formation à Reims, tes choix et peut-être après on reviendra sur ton diplôme et sur tes expositions dans un second temps. Voilà. Est-ce que tu veux bien, Déjà, je suis très contente de te revoir et d'être ici ce soir. Je suis très contente et ça me fait plaisir d'échanger autour de ces sujets ensemble. Moi, j'ai fait Prépart il y a 10 ans. oui, c'est Ouais, ça. je rentrais à Prépart en ce moment, à peu près. Et moi, j'ai décidé de faire Prépart, en fait, parce que je sortais d'un lycée général, enfin, d'un bac scientifique, et je n'avais jamais eu de formation artistique ou de proposition artistique dans mes établissements. Et en fait, quand j'ai eu l'envie de poursuivre des études créatives, j'avais pas du tout la confiance pour me dire je vais tout de suite faire une école d'art et sachant que je venais de région parisienne, automatiquement on se dit qu'on va étudier à Paris. Je me voyais pas du tout préparer des concours à Paris. Et en fait, j'ai pris connaissance de Prépart par le salon des formations artistiques. Moi, D'accord. j'étais allée là et j'avais fait un peu le tour des prépas. Je savais qu'une mana, c'était pas du tout pour moi. J'en avais marre de toutes ces matières qu'on peut avoir au lycée et les manas que mon lycée me proposait. Ben, il y avait encore des cours de physique, tout ça. Je comprenais pas le lien pour préparer enfin, pour rentrer en école d'art. Et du coup, quand je suis tombée sur Prépart, j'ai passé l'entretien et c'était le seul En fait, j'avais contacté d'autres prépas, mais c'était le seul entretien que j'avais passé parce que j'aimais bien l'échange que j'avais eu avec le directeur Vincent, je crois. Vincent Ouais, Blary. Oui. Ouais. ouais, Vincent Blary, j'avais bien aimé cet échange. Et donc, du coup, j'ai choisi Prépart. Et, parce que j'avais besoin justement de connaître aussi, de connaître des matières que j'avais jamais eues dans ma vie et de Mm. me connaître à travers tout ça. Et moi, j'avais un petit peu peur parce que je connaissais pas ce que c'était une prépa. J'avais D'accord. l'image des prépas Scientifique. commerce, Oui, le scientifique, tout commerce. ça. Et en fait, j'ai trouvé, j'étais tombée dans une atmosphère très familiale. Donc, j'avais limite pas l'impression de passer des concours à la fin de l'année, mais de me construire. Enfin, j'avais vraiment vu une construction et une évolution en moins d'un an entre
quelqu'un qui a pas fait tout ça au début, qui ne connaissait pas grand-chose, à quelqu'un qui sait parler à la fin de l'année de ses projets et de savoir ce qu'elle veut, en fait. Donc, je trouvais que c'était Oui, très... Ouais. je me souviens du travail que tu avais fait d'ailleurs pour le premier tour des Arts Déco. Tu te souviens de ce travail, le Oui, RER Trip? ouais, je m'en souviens très bien. Ouais, j'avais fait un travail. En fait, moi, mon travail était autour de la question du voyage, du déplacement. Oui, Et du coup, oui, j'avais repris l'idée d'un road trip, oui, d'un centre à une périphérie et d'un périphérie à un centre. Donc, c'était partie de mon voyage quotidien que j'avais depuis petite. Et de mm, retrouver un voyage, en fait, reprendre la notion du road trip, mais à travers un RER. Donc, je l'avais vraiment, je crois que ce projet, je l'avais commencé en hiver mm, jusqu'à l'été. Et oui. j'avais vraiment vécu quotidiennement dans le RER et en prenant aussi des lignes que j'avais jamais pris de ma vie Mm. pour mener à bien ce projet. Je me Et souviens même que tu avais sorti des cartes postales oui, pour inverser le caractère touristique et pour ramener effectivement ces cartes postales vers la périphérie, vers la banlieue, ouais, pour montrer que ça pouvait être aussi des cartes postales, comme on peut avoir des cartes postales de la Tour Eiffel et qu'on pourrait exact, avoir des cartes postales des grands ensembles aussi. Et ouais, donc ce détournement-là nous avait semblé très intéressant à l'époque. ouais, j'avais travaillé autour de tout ça. Et puis aussi, il y avait un lien avec parce que j'allais vers les gens. J'avais quand même fait un truc pour qu'on me les envoie. Donc, j'avais pré-timbré ces cartes postales. J'allais leur demander en fait s'ils voulaient m'écrire un mot et juste la mettre dans une boîte dans la rue. Et en fait, c'est un projet qui avait fonctionné parce que, bon, honnêtement, j'avais pas reçu tout ce que j'avais imprimé, mais, mais j'en avais reçu une bonne quantité pour aller de cette problématique en fait. Parce que Et toi, tu vivais où, toi, en banlieue? moi, je vivais dans le lieu sud à Juvisy-sur-Orge. D'accord, Donc mon père, il est toujours basé là-bas, mais du coup, oui, j'ai grandi là-bas. Et puis quand j'étudiais à Prépare, j'habitais à Juvisy, donc dans le d'accord. 91. Et, euh, et du coup, après, une fois Prépare, moi, j'avais le choix entre Strasbourg et Oui, Reims, parce que j'avais que des tours de concours, mais j'avais toujours pas d'école en juin, je crois. Et oui. j'attendais les résultats de Paris, tout ça. Et j'avais le choix entre Strasbourg et Reims à la fin en juin. Et, Et tu as choisi Reims. et oui, j'ai choisi Reims parce que alors quand j'étais allée passer mes concours, les oraux, j'étais pas restée que le temps d'un orage. J'étais restée 2 jours à chaque fois et je parlais beaucoup avec les étudiants, tout ça. Enfin, j'avais pu voir aussi l'enceinte des écoles. Et en fait, c'était une grosse hésitation, hein. J'ai mis beaucoup de temps et je pense que j'avais donné ma réponse en juillet. Mais j'avais senti que Reims était un peu plus fait pour moi parce qu'à l'époque, j'hésitais entre le graphisme et l'art. Hmm. Et, et en fait, je trouvais que le pôle art était beaucoup plus, moins dirigé vers quelque chose à l'époque où j'étais. Alors peut-être que je me trompais, mais à Strasbourg, j'avais l'impression que c'était plus orienté vers l'objet ou vers d'autres médiums, mais moins ce que j'avais pu voir à Reims. Et, D'accord. et du coup, ça me rassurait d'être à Reims et j'étais très jeune aussi. Du coup, je l'avais aussi choisi en me disant, bah, c'est à côté de chez moi. Mais je me sentais, ouais, je m'étais plus vue à Reims en fait aussi dans les échanges que j'avais pu avoir. Et donc, à Reims, au début, tu as voulu aller vers le graphisme et après, tu t'as bifurqué Oui, plutôt vers les beaux-arts. Est-ce que, exact. Oui. est-ce que tu peux nous parler peut-être justement de ton diplôme ou en art? Oui, Sur quoi tu as travaillé? alors moi, quand j'ai recommencé mon cursus en art, donc juste pour faire vite, je me suis rendu compte qu'en graphie, j'arrivais pas à développer mes problématiques. J'avais commencé justement à Prépart.
Et du coup, j'ai choisi d'aller en art parce que je trouvais que je pouvais les travailler, enfin, je pouvais les traiter avec de la matière, enfin, les matériaux. Et en fait, dès la deuxième année, j'ai choisi de travailler de faire une recherche autour des questions identitaires, des questions de déplacement et plus les années passaient, plus ça se ressentait aussi sur les mémoires historiques. Et en Mhm. fait, moi, donc mon DNS, j'ai passé mon DNAP à Reims et mon DNAP parlait justement des questions de, de déplacement d'une terre natale à un nouvel environnement, de déracinement à enracinement. Et suite à ça, moi, je suis partie à Chicago pour mon stage où j'étais dans l'atelier de Theaster Gates et j'ai pu faire partie de son programme de résidence de Dorchester Project qui m'a permis de mener ma recherche autour des questions afro-américaines et de l'histoire afro-américaine pour nourrir aussi mes recherches franco-algériennes Mhm. et donc mêler aussi et brasser certains écrits. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite préparé mon DNSEP pendant un an et demi et mon mémoire et, euh, et mon diplôme. Et en fait, moi, les questions, c'était les questions de déplacement, d'archives et en fait, comment comprendre son identité à travers le déplacement des archives, des témoignages, des mémoires dans deux histoires. Et donc, du coup, en fait, mon travail brassait entre. Je me suis intéressée à comment l'histoire allait raconter, comment naissent les silences dans l'histoire, et comment, sur deux périodes différentes, deux histoires différentes, il y a des liens aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, je m'étais intéressée enfin, je m'intéresse toujours, hein, mais je me nourris de la culture afro-américaine aussi pour comprendre aussi mon identité franco-algérienne. Et du coup, pour mon DNSEP, j'avais proposé un DNSEP de trois installations monumentales. Et donc, le premier, donc, ça s'ouvrait sur un mur qu'on peut voir quand on regarde mon travail. C'est une installation qui, par la suite, a été exposée, qui s'appelle Déplacement. Et donc, en fait, c'est un mur que je déplace 10 fois tous les jours, D'accord. pendant 10 jours. Et c'est un mur de parpaing, donc de trois, enfin, ça dépend de la pièce, de la salle où je suis invitée. Mais donc, c'est un mur de parpaing et j'utilise pas de ciment pour souder. Mais j'utilise du henné. Du henné. Du Ouais. henné. Et en fait, le henné, il va couler et va faire ses traces, en fait. Et moi, dans mon atelier à Reims, à l'ESSAD, j'avais remarqué que le henné, il avait une autre spécificité et une autre image qu'on a du cosmétique. Et en fait, donc c'est plus lent, mais il soude au bout d'un moment. Du coup, je l'ai utilisé comme un ciment. Et D'accord. donc, il y avait cette grande pièce qui parlait de... On était à expliquer ta pièce, le Oui, déplacement, donc où tu voilà. déplaçais ce mur avec le henné qui faisait aussi ciment, donc qui renvoyait aussi à ta culture algérienne, qui est la culture de tes parents, j'imagine, Oui, et la mienne aussi. et la Et, tienne euh, aussi. et en fait, ça, c'était aussi une pièce qui était reliée à mon retour, en fait, de ma recherche à Chicago, où j'ai eu besoin de construire un mur, puisque, en fait, ma recherche, elle avait lieu et j'habitais dans un quartier qui était très délaissé de Chicago, qui est le South Side, où j'ai pu voir beaucoup de points communs avec moi. Et en fait, c'était la première fois aussi pour moi où j'étais dans une ville aux États-Unis qui était très barricadée par des frontières, enfin, très, avec il y avait beaucoup de ségrégation entre quartiers et Mm. entre politiques. Et du coup, j'étais souvent confrontée à des murs et à des murs à des frontières mentales. Et donc, du coup, c'était comment donc ce mur qui se déplace était aussi comment déplacer certains clichés, comment déplacer une réflexion.
comment déplacer ses frontières mentales, comment on se construit soi-même. Mais Et ce oui. mur, il obstruait pas totalement la pièce. Il y avait une ouverture. Il y avait, en fait, je le déplace jusqu'à son maximum. Donc, en général, il se retrouve souvent au fond d'une salle d'exposition. Et on peut passer sur le côté par, pour des questions de sécurité. Mais il était jusqu'à son maximum, quoi. Même en hauteur, il est monté jusqu'en haut, du premier luminaire à chaque fois. Il Est-ce pense. que tu peux nous parler de portraits de famille aussi que Oui, tu as sûrement photos exposé de à ce famille. moment-là? Oui, photos de famille dialoguaient aussi avec cette pièce du diplôme. Donc, c'est une installation de tapis de 200 mètres carrés. Hmm. Et en fait, moi, cette pièce, elle parle de mémoire, en fait, et de mémoire familiale. Et donc, quand je l'ai pris, enfin, moi, j'ai pris la plupart des tapis Mhm. viennent de mon entourage. Donc, elles viennent de ma famille, de mes amis, de la famille de mes amis. Et, euh, et en fait, donc c'est souvent des tapis avec lesquels j'ai grandi, que je connais, au point que j'ai l'impression de voir des photos, parce que je sais sur quel tapis, l'histoire qu'il y a eu sur ce tapis, ce que je faisais à un moment donné. Et tous ces motifs sont familiers et ne sont pas que familiers à moi-même, mais à plusieurs personnes. Et du coup, j'avais l'impression vraiment de voir des photos. Et donc, je me suis dit, donc c'est un tapis qu'on me donne, il y a un résultat. Et donc, moi, j'ai décidé de le détisser pour comprendre une histoire. Et en fait, c'est comme ouvrir une photo ou un album de famille. Il y a souvent cette personne à côté qui nous raconte chaque photo. Et en fait, chaque photo, on n'a pas toute l'histoire de toutes les photos. Donc, moi, j'étais partie dans ce principe-là où quand je détissais, j'étais en face d'une photo. Et dans les gestes, pendant un an, j'ai eu le même geste, en fait, avec un clou, je détissais. Et il y avait cette position du narrateur, en fait. Et en fait, chaque tapis a sa couture, ce qui donne un résultat de chaque tapis à sa couture, à son caractère. Et donc, parfois, je pouvais les détisser en entier. Donc là, j'avais comme une histoire en entier. D'autres s'arrêtaient au milieu en me disant, on veut pas t'en dire plus. Ou d'autres, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te raconter. Et donc, tous ces caractères que je rencontrais me faisaient penser à ces caractères que je rencontre quand on me raconte une mémoire, Hmm. des mémoires dans l'histoire qui me concerne, par exemple, dans l'histoire algérienne, dans l'histoire franco-algérienne, et dans les récits les témoignages que j'ai pu rencontrer quand je fais ma recherche. Et du coup, bah, quand j'ai voulu les installer, je me suis dit, bah, je vais les installer comme je les ai connus. Et donc, ils sont installés de la même manière que dans tous les salons dans lesquels j'ai grandi, où j'ai été invitée. Euh, Ça recouvrait l'entièreté du salon. Et en fait, bah, moi, c'est des tapis qui ont des lianes désormais. Et je me rendais compte d'une chose que je n'avais jamais vue avant de l'installer, c'est qu'on me demandait beaucoup, est-ce que j'ai le droit de marcher? Est-ce que je dois enlever mes chaussures? Est-ce que je peux faire ça? Et je voyais aussi que les visiteurs marchaient un peu de manière douteuse. Ils avaient besoin d'être placés parfois. Et en fait, tous ces comportements, c'était des questions d'adaptabilité face à une œuvre. Et moi, ça reflétait tout de suite les questions d'adaptabilité que je peux avoir en société, autant occidentale qu'arabe, parce que je suis toujours plus quelque chose. Je suis toujours plus algérienne que française. Je suis toujours française plus qu'algérienne. Et ça reflétait aussi le comportement d'adaptabilité que mes parents et la génération de mes parents ont pu avoir quand ils sont arrivés en France, parce qu'ils ont beaucoup demandé s'ils ont le droit de faire ça, de dire ça, de raconter ça. Ce qui a créé, enfin, ils ont dû se taire du coup. Et ce qui crée des silences dans l'histoire. Donc, moi, il y a cette question d'adaptabilité face à une œuvre qui relie à une question d'adaptabilité dans une société. Mais Donc, détisser ces tapis était comment dire, une forme pour toi pour essayer de retrouver la parole de cette histoire qui a eu lieu oui, et exactement. retrouver la mémoire quelque part, hein. Retrouver la mémoire, ouais, de la comprendre aussi, de partir à un résultat et essayer de creuser justement pour avoir des voix, des écoutes en fait.
Et du coup, ouais, j'avais fait cette pièce, en fait, au début, pour mon diplôme, elle faisait 70 mètres carrés. Mm, Mais après, donc après, à l'ESSAD, quand on a fait le cursus art, mm, il y a une exposition des diplômés mm. qui est en lien avec un prix qu'on appelle le prix Prisme. Et Et que donc, tu as eu. oui, que j'ai obtenu. Et en Mm. fait, c'est soutenu par les SAD et les mécènes. Et en fait, bah, chaque année, ça se situe dans un lieu culturel à Reims. Nous, c'était au musée des Beaux-Arts de Reims. Et du coup, moi, en 2 mois, il fallait que je remplisse une salle de 200 mètres carrés, mais j'avais 70 mètres carrés. Donc pour ça, j'ai pu avoir une résidence aussi par la ville de Reims pour pouvoir avoir un atelier tout l'été. Et ça, c'est aussi un partenariat qu'on avait créé, enfin, qu'il y avait avec l'école aussi, enfin, qui est avec l'école et la ville. Et donc, moi, ça m'a permis d'avoir un bon atelier et de pouvoir poursuivre mon projet. Et puis, bah, suite à ça, oui, j'ai obtenu le prix qui m'a permis d'embrayer sur d'autres projets. Et aussi, Oui, tu as fait une exposition aussi au FRAC. oui, alors oui, alors ça n'a rien à voir avec le prix, mais en fait, bah, euh, à peu de temps après mon diplôme, non, c'était, je crois, 3 ou 4 mois après, j'ai été invitée à faire une exposition personnelle au FRAC Champagne-Ardenne, où j'ai Mm, présenté l'installation photo de famille et l'installation déplacement. Et mm. donc là, moi, très vite, j'ai découvert. Enfin, j'avais pas prévu de faire des expos en fait. Et j'ai très vite été dans le métier d'artiste, ce qui est une super formation. Et en fait, bah, j'ai appris comment on prépare son expo, comment on la fait vivre, et Oui, comment. Ouais. d'ailleurs, tu en parles, c'est-à-dire que tu as fait un stage à la galerie Kamel Menour et tu dis Oui, que dans ce stage-là, en faisant ce stage dans la galerie et en s'occupant des artistes des autres, en étant aussi l'assistant peut-être de certains artistes, tu as compris que tu voulais être artiste toi-même et inventer aussi ton propre moyen de diffusion. Parce qu'en ce moment, tu es en train de créer aussi un espace. oui, euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu es en train de créer? Parce que toi, tu n'as pas eu le temps de t'ennuyer après ta formation. C'est-à-dire, tout de suite, tu as eu une exposition aux Beaux-Arts de Reims, tu as reçu ce prix, tu as exposé au FRAC. oui. Peut-être que tu reviendras sur l'exposition que tu as fait à Berlin récemment. Mais en même temps, tu as essayé de créer un espace de travail, un atelier et aussi un espace d'exposition. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, bah, en fait, moi, avec d'autres amis à Reims, à- pendant 1 an, on était éparpillés. Moi, j'habitais à Berlin et mes amis ailleurs. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin d'un atelier et d'être ensemble. Et donc, du coup, 1 an après nos études, on a ouvert donc l'année dernière, non, en 2020, en fait, donc c'était 2 ans après, on a voulu ouvrir un espace qui s'appelle The Right Space, The Left Place. Et en fait, c'est un espace où on est 8 artistes avec nos ateliers personnels à un étage. Et à l'étage supérieur, on a c'est un espace de diffusion où on organise des invitations d'exposition, des invitations curatoriales, des invitations d'artistes. Donc, il y a 3 cycles d'expos par an en général. Et on organise aussi des banquets culinaires, des banquets performatifs, des interventions d'artistes en fait qui travaillent autour de la cuisine. Et en fait, nous, cette volonté, elle est venue bah, parce que moi déjà de mon côté, c'est venu parce que quand j'habitais à Berlin, j'étais toute seule dans mon atelier. C'est un peu dur en fait de passer d'un atelier de l'école où on est avec ses copains à toute seule. Mm. Et du coup, moi, je voulais être avec mes amis artistes aussi. Et du coup, bah, il y avait ça, il y avait cette volonté aussi. Moi, je voulais pas m'enfermer juste dans mon atelier avec mon art et mes questions, mais d'échanger avec les personnes qui m'entourent.
et aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Et en fait, il y avait cette volonté aussi au vu de notre localité, c'était de l'ouvrir à Reims parce que l'art contemporain dans la ville de Reims, il n'est pas très étendu. Enfin, il y en a pas beaucoup. Et D'accord, en étant étudiant avant là-bas, on faisait très vite le tour. Et c'était aussi une envie de partager et de créer aussi des dialogues entre les différentes jeunes scènes françaises et internationales. Et donc, du coup, depuis qu'on a créé ce projet, bah là, on a fait des invitations de la scène bretonne, de la scène néerlandaise, de la scène Champagne-Ardenne. Et là, on a notre programmation pour l'année prochaine aussi qui commence dès février avec une invitation d'un artiste, une invitation curatoriale aussi. Donc, et en fait, on varie. est-ce que tu peux nous parler de ton exposition à Berlin et tes futures Oui, expositions qui vont avoir bien lieu? sûr. Bah moi, en fait, là, je reviens de 5 mois de résidence à Berlin. C'est un programme, en fait, que j'ai obtenu en appel à candidature auquel j'ai répondu. Donc, c'est la résidence Alléon Zurich. Et en fait, c'est une résidence croisée entre un artiste basé dans le Grand Est et un artiste basé dans la Saxe ou à Berlin. Et du coup, donc moi, je suis partie en juillet. Je suis revenue en décembre. Et donc, j'étais au Künstlerhaus Bethanien. Donc, c'est un espace de résidence à Berlin où j'avais mon atelier et mon habitation, ce qui m'a permis en fait pendant les 5 mois de préparer mon exposition là-bas. Donc c'est une exposition personnelle aussi qui est à l'issue de cette résidence où j'ai pu proposer une installation qui s'appelle Underline. Moi, j'ai beaucoup aimé ce programme parce que j'ai été très bien soutenue par la Goethe Institut, le Bureau des Arts Plastiques à Berlin, l'Institut français et la région Grand Est aussi. Et du coup, moi, quand je voulais vraiment pouvoir faire ce programme parce que j'avais commencé quelque chose quand j'habitais à Berlin, mais c'était un peu dur quand on n'a pas l'espace et on n'a pas l'aide d'accompagnement. Et donc, du coup, ma problématique de travail, c'était de travailler autour des manuels scolaires d'histoire. Et en fait, c'était de, de, de voir comment ils étaient. Et, et en fait, moi, j'ai fait une installation qui est propre à Berlin aussi, dans le sens où j'ai refait un sol berlinois. Et alors, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que les sols à Berlin, ils avaient beaucoup de styles. Il y avait différentes familles de sols dans une même rue. Donc, il y a les petits pavés où il y a les petits pavés qu'on connaît. Et il y a une grande histoire. Il y a une histoire de mémoire dessus. Et il y en avait d'autres un peu plus grands. Et moi, j'étais peut-être naïve, mais dans la ville de Berlin, en fait, il y a beaucoup. L'histoire, elle est présente dans l'architecture et l'architecture est présente dans l'histoire. Donc, je me suis dit, ces pavés, ils ont une histoire. Et en fait, je me rendais compte que non, il y avait rien du tout. Et en fait, je le reliais au livre d'histoire parce que en fait, tous les jours, on marche dessus, on pense connaître ce pavé, mais on ne le connaît pas. Tout comme un livre d'histoire, on parcourt les histoires, on en parle le temps d'un chapitre, mais elles ne sont pas développées, et au fond, on ne connaît pas l'histoire. Donc, j'ai décidé de les reproduire. Je savais qu'en les reproduisant, il y allait avoir une maladresse, parce que je les faisais un à un. Et dans cette maladresse de reproduction, encore une fois, je retombais en lien avec le livre d'histoire. Il y a cette maladresse de répétition parce que les livres d'histoire je me suis rendu compte dans mes recherches qu'ils sont édités à peu près tous les 3 ans, autant en Allemagne qu'en France. Et,
il y a cette maladresse de répéter l'erreur, de répéter le silence, L'oubli. l'oubli. Hmm. Et donc, du coup, moi, toute ma problématique, c'était autour de ces silences dans l'histoire. Et on retombait aussi, une fois que j'avais fait cette installation en ciment, euh, même aussi le choix du ciment, il était voulu, parce que souvent, on pense connaître ce matériau. Je commence à voir parce que j'échange beaucoup quand je produis. Et parfois, on me dit, ah, mais oui, mais c'est du béton. Et non, le ciment et le béton, c'est pas pareil. Et donc, du coup, on pense connaître un ciment. Et le ciment, il a cette apparence d'être très fort, d'être solide, mais il s'effrite petit à petit. Et moi, il y a cette question d'effritement dans ce silence qu'on essaie de retrouver, de raviver. Et j'avais donc du coup j'ai fait cette installation qui prenait l'espace d'exposition, pas l'entièreté, puisque quand on rentrait, il y avait ce doute. Il y a beaucoup de visiteurs qui ont tourné autour, qui ne savaient pas qu'on pouvait marcher dessus, et d'autres qui demandaient ou qui marchaient dessus directement. Et donc il y avait encore cette question d'adaptabilité qu'on retrouvait liée au tapis, avec ces questions autour de l'œuvre. Euh, moi, Donc, ouais. oui. Donc, Non. non, on pourrait rester comme ça pendant 1 heure à parler de ton projet. C'est vrai, la question de l'histoire, la question de l'Algérie, des silences aussi par rapport à l'histoire algérienne en France, la guerre d'Algérie, enfin toutes ces questions aussi hein, qui n'apparaissent pas ou peu finalement dans les livres d'histoire ou qui sont assez peu finalement distillées. Hein. C'est encore quelque chose d'actualité. Euh, et moi, je voulais te poser une question autour de la question de ces installations. Tu fais des installations gigantesques. Oui, Tu t'attaques à des grands espaces. Pourquoi oui. alors, qu'est-ce qui te pousse à faire des installations comme ça pour que ça soit justement à la fois dans la construction et à la fois dans la destruction, la déconstruction, on va dire plutôt il y a un côté presque Pénélope d'Ulysse, hein, c'est-à-dire tu tisses et puis après tu détisses l'histoire pour comprendre cette parole, enfin, et l'oubli, l'attente, le silence, voilà, il y a toutes ces questions qui s'ouvrent en Oui. ouvrant l'archive. Oui. Alors moi, donc il y a une commissaire d'expo qui un jour avait mis des mots sur mon travail dans un texte. Donc c'est Sonia Récassan a très bien dit en fait que Wassila Arras a besoin de se mettre dans la peau de ses parents pour, pour faire une œuvre. Et en fait, je pense que ces œuvres, elles sont monumentales parce que dans un premier temps, je me mets dans la peau de mon père et dans la profession de mon père. Inconsciemment, je fais pas exprès, mais je suis dans la peau de mon père qui était chef de chantier pendant 40 ans. Donc Mm, il avait quitté l'Algérie en 54 pour venir travailler dans les chantiers. mm. Et en fait, bah, je me mets dans sa peau, dans son rythme aussi de travail. Et du coup, ce qui donne aussi des résultats monumentaux. J'ai des questions aussi. Moi, j'ai toujours dit que j'ai, parfois, quand j'explique mon travail à des gens qui ne connaissent pas l'art, je ne vais pas prendre des mots du domaine de l'art, mais je vais parler d'un écrivain. Et du coup, je dis souvent que j'ai pas eu une formation où j'écris des livres, mais quand je fais une œuvre d'art, c'est comme un écrivain, quand il commence à écrire un livre, il va se poser une question et il va écrire autour de cette question jusqu'à la fin du livre. Moi, je pose une question dans l'espace et en fait, après, quand on lit le livre de l'écrivain, on a des questions et on se pose des questions. Et parfois, on échange avec l'écrivain qui lui donne des questions. Moi, c'est pareil avec une œuvre d'art dans l'espace. Il y a cette question dans l'espace pendant un cycle d'expo. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Et du coup, je repars après une exposition avec d'autres questions. Et Mm. en vrai, sur une autre installation. Et je trouve que je vois actuellement que je me retrouve dans cette question monumentale pour l'échange des questions. Et, Ouais. et sans indiscrétion, ta mère, elle faisait quoi, ta mère? Ma mère, elle était, avant qu'elle quitte l'Algérie, elle était tisseuse. Elle Ah, tissait les tapis.
Et Donc il y a voilà. ça aussi où je suis parce que j'ai d'autres images. Moi, j'ai grandi avec ma mère qui avait arrêté ça, mais qui a fait ça très longtemps, et avec mes tantes. Et, et j'ai toujours aussi grandi autour de ces restes, des restes de laine, des restes de tapis, de récupérer de la laine pour faire quelque chose, pour remplir des oreillers, pour construire un salon parce que c'est trop cher sinon. Et, et en fait, moi, j'avais aussi cette autre image que ce métier, il avait des conséquences comme les conséquences corporelles que mon père a pu avoir. Et, et en fait, bah, le métier de tisseur à l'époque de ma maman, aujourd'hui, toutes mes tantes, elles ont des conséquences autour des yeux. C'est un métier douloureux. Et je trouvais, donc je suis aussi dans la peau de ma mère, hein, dans certains projets où j'allie les deux professions, en fait, j'allie les deux parents parce que c'est mes deux parents qui me constituent. Et du coup, il y a leur savoir-faire qui sont en moi. Inconsciemment, ça revient dans mon travail. Et d'ailleurs, dans ces installations, il y a toujours une charge émotionnelle quand on rentre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'ont dit les visiteurs, mais il y a cette charge émotionnelle quand on voit quand même tes installations. Oui. Et il y a aussi. Alors moi, ça m'est arrivé souvent qu'on croit que l'artiste c'est un homme. Euh, Mm. Enfin, parce que parfois j'ai des installations, c'est que du béton. Et alors j'en parle pas beaucoup dans mes œuvres, mais il y a cette question que j'aborde avec mes matériaux, c'est que j'allie aussi les professions de mes parents qui sont très genrées en société. Donc Mm. les hommes, ça travaille en chantier, les femmes dans la couture. Donc moi, il y a cette volonté aussi de casser les matériaux genrés. Et donc oui, ça m'est arrivé parfois qu'on me prenne pour un homme parce qu'on voit un mur. Donc on demande il est où là, il est où c'est qui Le cet homme maçon. derrière ça? Ouais. Et ben non, en fait, c'est une femme. Donc il y a des questions comme ça qui m'intéressent. Mais après, oui, c'est souvent, surtout quand je peux être enfin, ouais, j'ai déjà eu aussi des retours émouvants de certains. Enfin, par exemple, mon papa, lui, il était jamais, les premiers vernissages qu'il a fait ou les premières expos qu'il a fait, c'est celle de sa fille. Et en fait, il a été très surpris parce il y avait des personnes qui voulaient lui parler. Mm. Et ça a été émouvant. Moi, j'ai même vu des gens, des moments émouvants de personnes que je connaissais pas parce qu'ils parlaient avec mon papa. Et du coup, il y a des choses peut-être plus extérieures parce qu'après, moi, quand il y a une exposition, je suis pas là-bas. J'ai pas tous les retours du cycle d'expo. Mais ce que j'ai vu de mes yeux, oui, il y a eu des choses, ouais. Est-ce que, comment dire, ces œuvres, elles ont été achetées? Oui, alors oui, j'ai une acquisition ouais, de trois pièces, pas trois pièces à moi, Mm. là qui vont rentrer dans une institution, en collection d'institution. Ouais. Euh, du coup, c'est nouveau aussi pour moi. Je découvre enfin, je découvre le domaine de l'acquisition, de la vente, de travailler avec des institutions. Euh, J'aime bien travailler, enfin, j'aime bien le domaine d'institution. Ouais. Et Et alors, oh, là, on a presque terminé. Et la prochaine exposition, est-ce qu'elle est déjà prévue ou... oui, oui, alors là, je suis en train de travailler sur deux expositions. Donc, en fait, là, en février, pour un cycle de 6 mois, je prépare une exposition au Frac Lorraine à Metz, Oui. où là, ça va être une installation in situ, où je vais totalement la produire là-bas. Mm. Donc pendant une semaine et après, elle va vivre en fait tout au long des 6 mois. C'est une installation évolutive. Ensuite, fin janvier aussi, j'ai une exposition avec photos de famille. Donc, l'exposition au Frac Lorraine, c'est une exposition personnelle.
Et là, à côté de Paris, à Guyancourt, je prépare une exposition collective où la pièce des tapis sera redéployée. D'accord, très bien. Engagée. Ouais. Et là, pour le moment, ben, voilà, c'est tout. Bah écoute, c'est déjà pas mal en tout cas. Ouais, Est-ce que tu as un souvenir, toi, qui t'a marqué après part, qui t'a donné envie justement c'est de faire. Ah, Euh, oui, bah oui, oui, il y en a eu beaucoup des bons souvenirs. Moi, je me souviendrai toujours de ma promotion. hmm, C'était la classe J et, en fait, bah, le bon souvenir, c'était qu'on était, donc tu étais notre référent. oui, Et moi, c'était l'esprit familial et très soudé qu'on avait ensemble, en fait. hmm, C'était et le deuxième meilleur souvenir, c'était la dernière phase. C'était la préparation des oraux avec ah mince, j'ai oublié son nom, c'était un jeune professeur de design graphique. oui, c'était Julien Magre. Non, c'était pas Julien Mac, c'était un qui allait devenir professeur, je pense. C'est Marco Mayonne. Oui, je crois, ouais. Oui. Ouais, et ça, j'ai trouvé que c'était un bon souvenir, ces moments d'entraînement. Hmm, Et il y avait une petite phrase aussi que tu m'avais dite au tout début, c'était la préparer. C'était le premier concours que je préparais, donc c'était le tout début. On devait être en décembre ou janvier. C'était pour Strasbourg, fallait faire un portfolio. Et j'étais rentré mon truc et tu m'as dit, mais tu vas jamais présenter ça, c'est catastrophique. Tu sais, j'avais collé, enfin, j'avais pas compris ce que c'était un portfolio en fait. ouais. Et, euh, et du coup, je le garde en bon souvenir. Parce que j'étais à côté de la plaque. C'est un, ouais. Et pourtant, tu as eu Strasbourg au final. Mais... ouais. Mais non, ouais. Non, c'était un bon souvenir. Bon, ben écoute, Wassila, j'espère te voir bientôt Ah oui, et qu'on se croise. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Voilà, et puis voilà, j'étais très heureux de te retrouver. ouais. Et puis j'attends voilà, tu m'envoies tes invitations et je viendrai voir tes expositions Oh, avec plaisir. Voilà. avec plaisir, mais oui, avec plaisir. Ouais, je t'enverrai tout ça. Mais ça m'a Et fait plaisir d'être là ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. ben non, mais c'est normal. Écoute, voilà, enfin, c'est le but de ces rendez-vous du jeudi. Voilà, c'est de retrouver aussi, voilà, et voir aussi ce parcours fait, comment tu es parti effectivement du Visi, comment tu as appris l'histoire de l'art, développé ton art et comment tu as fait ton parcours à travers ces études supérieures. Et aujourd'hui, voilà, tu es devenue une artiste accomplie, reconnue par le milieu aussi, par le marché. Et je trouve que Mm. c'est une réussite incroyable et très émouvante pour moi aussi. Voilà. Bah, écoute, je t'embrasse Ouais. très fort et, Ben oui, ben, je t'embrasse très fort et à très vite, à j'espère. très vite. Oui. Voilà. Merci, hein, Ben, Wassila. Ouais. ben Au revoir. merci Lionel, Ouais. salut, Ciao, ciao. ciao, au revoir. Au revoir. Bisous.